un livre, L'Afrique renégate. Son auteur est avec moi, Mujib Jinadou, bonjour. Bonjour, 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 TG. Bonjour Mujib, tu as eu plusieurs vies, hein. Tu as été romancier, donc on voit que tu sais écrire, hein. Fonctionnaire auprès des Nations Unies, fondateur du think tank Itumo, qui veut dire la clarification, le sens aussi. Moi j'aime bien l'idée du sens. C'est pour Itumo qu'on réalise ce podcast. Itumo, c'est aussi une maison d'édition, et donc ce livre, L'Afrique renégate. Renégate, c'est un terme extrêmement fort. Moi, je vais te voir dans le Larousse la définition. C'est une personne qui a abandonné, une personne qui a trahi ses opinions, sa religion, son parti. Synonyme apostat, parjure, traître. Est-ce que tu as vraiment choisi le bon mot? Oui, je n'ai pas nécessairement la coloration agressive qui est l'étymologie du mot, évidemment. Mais c'est sans doute pour choquer un peu et pour provoquer le débat. C'est-à-dire que abandonner ses traditions, ses coutumes, ses habitudes pour épouser complètement, exhaustivement la nature d'autrui, c'est forcément négatif. C'est forcément négatif. Le progrès et l'avancement, ça va dans l'union, dans la cohésion, et non pas dans l'abandon total, parce qu'on ne sera jamais ce que l'autre est, et l'autre ne donnera jamais tout ce qu'il a. Donc, la vie, c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Maintenant, c'est vrai que le continent africain a été contraint par l'histoire, pour beaucoup de choses. Il est grand temps, parce que nous ne sommes pas les seuls qui avons été contraints par l'histoire, il est grand temps de revenir. Et quand je dis revenir à nos habitudes, à ce que nous sommes, je ne demande pas de replonger 500 ans dans le passé, c'est juste de connaître et de comprendre que l'Afrique était faite d'États, d'empires, de royaumes absolument solides et structurés, qui ont même eu une durée de vie plus allongée, dans certains cas, que des empires européens, des empires occidentaux, par exemple. Tout ça est gommé complètement. Alors moi, ce que je demande, c'est qu'on retourne à comprendre. Lorsqu'on comprend ça, eh bien, on va voir ce qu'on en fait. Alors, renégate, c'est une situation subie ou est-ce que c'est une situation un peu acceptée? Voilà, c'est une situation subie et fatalement acceptée. C'est ça le problème. Je n'ai pas de problème, moi, avec le fait que ça a été subi. J'ai dit qu'on a été contraint par l'histoire. Très bien. Et après, il ne faut pas s'y conforter. Et je ne dis pas que je découvre quoi que ce soit. Beaucoup d'Africains le disent à leur manière. Moi, je pense qu'il faut juste, pour cesser d'être renégat, essayer de comprendre ce qu'on était, tout simplement. Ce n'est pas, sinon on part sur des bases et des postulats qui sont faux. Alors, vous avez vu toute cette fureur, cette frustration, cette colère, mais c'est sur des agrégats qui ne sont pas vrais, parce qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait même pas pourquoi on doit être fâché ou frustré. Alors, fâché, frustré, ouais. Enfin, tu évoques une blessure intime, hein, dans ton livre, l'effacement méthodique, tu écris, de sa mémoire collective de la part de l'Afrique, de ce qu'elle est, en fait, de ce qui est son identité. Si on pose un diagnostic, l'Afrique gomme ce qu'elle a pu être avant sa rencontre avec l'Occident, en fait, c'est ça. C'est de l'amnésie, de sa part, c'est du mimétisme. Quelles sont les causes profondes? Alors, Pourquoi est-ce qu'elle gomme? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est indépendante. oui, oui. Oui. Oui, non, mais si je devais choisir un des deux Oui. mots que tu as soumis là, je dirais mimétisme. Parce que l'amnésie, c'est quelque chose qui est subi. Hein. Et ceux qui sont amnésiques, malheureusement, ne peuvent pas par eux-mêmes s'en sortir. Mais le mimétisme, c'est quelque chose qui est, pour moi, voulu d'une certaine façon. Il est tout à fait possible de mieux comprendre ce que nous étions. Il y a des penseurs africains ou des militants de la cause, c'est de grandes expressions, hein, militants de la cause, qui ont dit qu'il suffit que les Africains comprennent qu'ils ont été puissants, hein, pour savoir qu'ils peuvent redevenir puissants, puisqu'ils l'ont été. C'est aussi simple que ça. Évidemment, c'est facile à dire. Je peux faire rapidement avancer très vite en disant que tout ça, une bonne partie de cette question, de cette problématique sera réglée par une éducation plus adéquate avec ce qu'il faut. C'est vraiment le cœur de ma pensée. Alors, tu cites des exemples, plusieurs exemples tangibles. On va peut-être les prendre un à un. Tu parles des prénoms, tu parles des médicaments, tu parles des religions. Je vais garder ces trois exemples, hein. Et je parle même des équipes nationales de football. Les équipes nationales de football. L'Afrique se projette dans l'avenir à partir de référents qui ne sont pas les siens. Les prénoms, donc, ce n'est pas les siens. Écoute. Mujib, ce n'est pas un prénom africain. Voilà. Par exemple. Voilà. Lui qui est là, il s'appelle Bruno. Mais il s'appelle aussi Olaïka.
Lui, il s'appelle Arafat, Oui. le bien nommé. Il s'appelle aussi Adeika, Olaïka aussi. Olaïka aussi. Oui. Moi, je vais vous dire, je vais te dire, Oui. moi, Moutine. mon enfant, mes enfants, et l'un s'appelle Malik, l'autre s'appelle Manar, mais quand je les appelle par leur nom africain, Kayode, Abiola, je ressens plus de responsabilité, plus de puissance dans ces noms-là que les noms qui ont été donnés par la religion. Moi, je m'appelle Moudjib, c'est un nom religieux qui veut dire musulman, musulman absolument, qui veut dire celui qui répond à l'appel du Seigneur. Malik, c'est le roi. Malik, c'est le roi. Et donc, c'est bien, nous sommes baptisés, c'est très bien. Moi, je n'ai pas de problème avec les religions, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous devons être, si nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens, etc., mais nous ne pouvons pas absolument tourner le dos à ce qui est notre vérité. Notre vérité, c'est Olaïka, c'est Adéika, c'est Fola Chadé, c'est ça notre vérité. Donc c'est Zissou, Kodjo, c'est ça notre vérité. C'est ça les noms qui font plus de sens. Les autres noms ont un sens religieux. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de problème. Oui, mais alors la religion, c'est pareil. Il y a eu effectivement en Afrique l'adoption de religions d'ailleurs, les religions du livre, hein, grosso modo, le christianisme, bon, le judaïsme un peu moins, mais enfin bon, quand même un peu, l'islam évidemment. Comment est-ce qu'on peut concilier ces religions révélées, les religions des livres, avec des religions plus anciennes? C'est inconciliable en fait. Oui, l'islam ne va pas reconnaître, je parle de la tienne par exemple, elle ne va pas reconnaître, tu ne peux pas être à la fois musulman et autre chose. De toutes les façons, factuellement, et c'est difficile de faire un débat religieux, moi je vais juste me sortir de ça. Non, mais c'est intéressant d'aller au fond des choses. Factuellement, nous sommes musulmans ou chrétiens et autre chose. Factuellement. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas d'Africain qui ne soit pas un peu des deux, c'est clair. D'accord. Nous sommes croyants dans une religion du livre, il n'y a pas de problème, mais il y a certainement des extrémités où nous arrivons et nous sentons que notre salut viendrait peut-être d'un supplément, d'un complément. Il n'y a rien à faire. Un complément d'âme. Un supplément d'âme, absolument. Et lorsque tu dis que c'est pas conciliable, c'est pas accepté, je veux dire, par les religions. Non, évidemment, ça ne peut pas être accepté par les religions. Donc, il faut juste que les Africains... Et encore, je ne veux pas qu'on fasse un débat religieux. Moi, je ne suis pas du tout... Oui, non, moi non plus, je suis pas théologienne. Je fais juste ce que je peux. Mais je crois que l'avenir, c'est dans une pratique religieuse qui accepte et comprend, en tant qu'Africain, qui accepte et comprend que nous n'étions pas des barbares et des sauvages qui n'avaient pas de spiritualité. Il y avait une spiritualité très profonde, très attachée à Dieu. Et donc, c'est là notre vérité. Et notre vérité aussi est d'être musulman et chrétien. C'est une richesse incroyable qu'on pourrait utiliser comme une richesse, au lieu de l'utiliser comme une exclusion, comme des exclusions successives et juxtaposées. C'est absolument... je vais m'arrêter, je ne vais pas utiliser le mot que je voulais dire. Les médicaments, pour prendre un sujet peut-être moins compliqué. Quelle est la civilisation ou la culture dont la santé dépend de l'extérieur? Il n'y a pas... C'est-à-dire que les médicaments, tous nos médicaments viennent d'ailleurs. Évidemment, il y a à côté nos médicaments traditionnels, notre pharmacopée. Vous allez en Chine ou en Asie, dans plusieurs pays d'Asie, ils ont la médecine chinoise, point. Et donc, il y a les médicaments occidentaux qui viennent en appoint. Mais quand ici, chez nous, tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, tu prends une aspirine. Et c'est seulement, à la limite, ou bien tu as de l'hypertension, tu prends un truc pour te fluidifier le sang. Et c'est seulement ceux qui n'ont pas les moyens qui iraient éventuellement se réfugier sur une mixture, une potion magique traditionnelle, alors que bien avant le 15e siècle, les gens se soignaient sur le continent. Alors, mon problème, c'est quoi? C'est que c'est le serpent se mord la queue. Nous n'arrivons pas à aller comprendre ce que nous faisions avant, le mettre au bout du jour. Toutes les civilisations qui ont évolué, et je parle par exemple des civilisations asiatiques, cultures asiatiques qui évoluent aujourd'hui à pas de géant, vous comprenez très bien que c'est sur la base de leur culture. Et maintenant, des mariages extérieurs, ils font une alchimie et ils vont dominer le monde. Voilà. Alors, sur les médicaments, je peux quand même t'objecter que ce n'est pas forcément des médicaments occidentaux. C'est beaucoup plus général. C'est des grands laboratoires mondiaux qui travaillent à éradiquer des pandémies ou des maladies extrêmement graves. Que les médecines traditionnelles existent partout. Elles existent aussi en Occident, mais partout. Là, en revanche, j'ai pas l'impression que c'est abjurer quelque chose que d'accepter qu'on traite le cancer par de la chimiothérapie ou qu'il y ait des grands labos qui cherchent un vaccin contre le Covid et que finalement, on ne va pas soigner le Covid avec des plantes.
deux choses. Ah, qui sait, pourquoi pas. Moi, j'étais à Kinshasa lorsque le Covid a été annoncé. Il y avait une plante justement au marché. Les gens l'ont conseillé. Et la Ouais, plante, on en trouvait plus sur le marché en 3 jours. Non, d'accord. non, ce que je voulais surtout dire, euh, c'est que tu parlais des vaccins, etc. Oui. Je, pas- Je te enfin, parle des grands j'ai pas, labos et oui, de la... oui, 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 mais j'ai pas envie que notre discussion, il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'Afrique renégate. Non, non. Mais Geneviève, la malaria, le palu, tue Oui, à un rythme ahurissant sur le continent. Et on n'a pas trouvé de vaccin. C'est bien dire que la on est science bien a son d'accord. orientation, tu vois. Ça, on est d'accord. Et donc, que les Africains trouvent le vaccin pour la malaria, à partir Deux. sans doute de ce que faisaient leurs ancêtres, qui pourraient moderniser. Tu as D'accord. donné le parfait exemple en matière de médicaments. Alors, tu évoques la rencontre avec l'Occident. Tout le mal vient de là, en fait. Tout le mal de l'Afrique vient de cette rencontre Non, avec l'Occident. Oui, enfin, Oui et non. oui et non. Enfin, oui, parce que, évidemment, tu sais, l'Occident s'est réorganisé à partir du XIVe siècle. L'Occident était aussi dans des situations assez délétères. Ils sont réorganisés en centralisant le pouvoir. Et là, ils ont, évidemment, la révolution industrielle qui avait déjà commencé, hein, c'est pas au Ouais. 19e siècle que c'est arrivé. À ce moment-là, l'Occident était prêt pour se projeter et à rencontrer l'Afrique qui était dans le creux de la vague à ce moment-là. Et donc la rencontre a été, voilà, les sociétés humaines sont comme ça. Quand je suis fort, quand tu es faible, c'est comme Bien ça, sûr. c'est classique. Il n'y a rien de. Et maintenant, moi je crois que, voilà, c'est notre histoire. Avec ce que tu expliques sur cette époque, le XVIIIe siècle, notamment le paradoxe des Lumières. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par Ah, le ça je veux bien. paradoxe des Lumières? Ah, ça je veux bien. Ça je veux bien. Je suis ensuite une intellectuelle française qui, je ne sais pas si on peut le dire dans le podcast, qui habite rue Molière. Donc, Molière, il est pas philosophe des Lumières. Non. Mais c'est-à-dire que ces penseurs, ces philosophes magnifiques, leur littérature est magnifique. Moi, je crois que la littérature francophone des Lumières, c'est peut-être, on ajoute Hugo et quelques autres, et c'est quelques autres en Angleterre, c'est ce qu'on a fait de plus beau au monde. Le problème, c'est qu'on considère aujourd'hui les intellectuels français, beaucoup d'intellectuels français, un peu extrêmes comme ça, nous disent que ben, ce sont des hommes, sont les hommes, parce qu'ils excluent les femmes d'ailleurs, sont les hommes des Lumières qui ont illuminé le monde de leur science, parce qu'ils ont combattu les rigidités de l'Église, de la noblesse et tout ça, et qu'ils ont découvert. Alors que ces gens, le problème que je pose, c'est que pour eux, les Lumières, c'est en Occident, et ils soutiennent l'obscurantisme ailleurs. Parce que quelqu'un comme Voltaire avait des parts de marché, des actions de la Compagnie des Indes, c'est-à-dire sur les bateaux négriers. Montesquieu, dans son livre L'Esprit des lois, qu'est-ce qu'il dit Montesquieu? Il dit, ouais, bon, l'esclavage, bon, on peut penser que c'est pas bien, mais les gens qui sont concernés sont noirs de la tête aux pieds, on ne peut pas les plaindre. Ça, c'est les philosophes des Lumières. Ils ont dit les choses les plus horribles sur la race noire, sur l'Afrique, et pourtant, c'est un paradoxe, parce que comment on peut être aussi élevé intellectuellement et être aussi bas humainement? C'est ça le problème que j'ai avec les Lumières. Et je ne comprends pas, encore une fois, et je crois que notre think tank, Itouma, est en train de travailler sur, je crois, la littérature francophone. Tu sais, Geneviève, tous les penseurs français, les André Gide, qui ont combattu l'esclavage, personne n'en parle, y compris en Afrique. On parle de Voltaire, de Montesquieu, de David Hume, de Kant. Kant, c'est lui qui a fait la théorie des races. Et disant une race supérieure et l'autre extérieure. Jules Ferry, qui a carrément dit à l'Assemblée nationale que les Blancs ont un devoir de civilisation. Et donc, c'est d'eux qu'on parle. Et même en Afrique, c'est eux qu'on apprend. Gide et Mark Twain, qui ont combattu l'esclavage, mais personne n'en parle. Alors que rien n'empêche les Africains de parler d'eux. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que quand tu dis l'abandon, ce n'est plus la faute à personne. C'est la faute aux Africains. Renégat. Alors, les valeurs universelles dont on parle, que l'Afrique va mimer, comme tu l'expliques très bien dans l'Afrique renégate, parfois détournées d'ailleurs sur des questions de gouvernance ou de démocratie. En fait, elles n'ont pas été inventées en Occident. Tu démontres très bien, par exemple, avec la charte du Mandé, qu'il y avait une forme de recherche de démocratie, en tout cas de consensus. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu... Je ne suis pas sûr qu'on a le temps que j'explique vraiment. Mais ce que je peux dire, c'est que, parce que tu as parlé de démocratie et de consensus, moi, je suis un militant du consensus. Parce que nous avons aujourd'hui sur le continent des aventures politico-militaires qui sont ce qu'elles sont.
mais il y a un mensonge civilisationnel, un mensonge historique dans ces aventures-là. Ils nous disent, la démocratie nous a déçus, hein, il faut qu'on retourne à ce qu'on était. Comme si ce qu'on était, c'était la dictature. Ce qui n'est absolument pas vrai. Ce qu'on était, c'était le consensus. L'Afrique a été toujours gérée par consensus. Parce que c'est par des alchimies entre les communautés, même entre les familles. Voilà, le téléphone qui sonne, on en parlait tout à l'heure. C'est pas des alchimies entre les communautés, même entre les familles, que on agrandissait la famille, la communauté, le royaume, etc. Ça a toujours été, vous savez, la migration dont on parle aujourd'hui d'une façon négative. Les migrations étaient organisées entre sociétés, entre royaumes, entre États, de façon à ce que les agriculteurs comme les fermiers, etc., puissent trouver des moyens de vivre ensemble. Il y avait des organisations absolument... Et c'est ça le consensus. Et de toutes les façons, la destination de l'Afrique, alors ça peut être demain, dans 10 ans ou dans 100 ans, ce sera le consensus. Ce n'est pas des aventures militaires qui font des dictatures et qui nous emmènent nulle part finalement. Et il est faux de penser que, puisque la démocratie ne nous a rien apporté, il faut être dictateur. C'est comme si c'est une dichotomie où nous, Africains, n'aurions pas vraiment de choix entre quelque chose qui serait le bien et quelque chose qui serait le mal. Donc on choisit le mal parce que c'est ça qui peut nous apporter du bien. C'est absolument stupide. Tu énonces des idées qui peuvent faire un peu iconoclaste parfois, notamment sur le vote ethnique. Le vote communautaire, pour moi, c'est iconoclaste. Ça ne te choque pas? Est-ce que le vote ethnique, finalement, ça ne contrevient pas à la formation de nations? Oui, de toute façon, comment se sont constituées les nations partout dans le monde, partout dans l'histoire? C'est une conjugaison. Ça a toujours été une harmonisation. Ce n'est pas c'est faux que ce soit une dilution. On ne dilue pas ce qu'on est dans quelque chose qui devient un cloaque comme ça, qui n'a pas de substance. Non. C'est-à-dire, on met ensemble. Moi, je me souviens très bien quand j'étais jeune, on nous disait, ah, ok, aujourd'hui on reçoit telle famille, attention, ils n'aiment pas telle chose, ne faites pas ça. C'est comme ça qu'on vivait. Et c'est comme ça que de toutes les façons, on sera amené à vivre si on veut progresser. Il ne s'agit pas de faire comme eux, mais faites attention à la manière dont ces sociétés sont, etc. Donc, le vote ethnique, parce que je crois que j'en ai parlé comme ça. Communautaire, tribal. C'est une réalité. Le nom ethnie, communautaire, tribal, ce n'est pas des gros mots. C'est des réalités. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de violence. C'est tout. Alors, ethnique, tribal, communauté, ça a fini par être associé à la violence. Parce que la politique s'en est mêlée. Les sociétés ont toujours su vivre ensemble, d'une façon ou d'une autre. Elles trouvent toujours des moyens de s'harmoniser, de vivre de manière cohérente. Il ne faut pas voter sur des projets, sur des idées, plutôt que comme un seul homme, parce qu'on appartient à la même communauté. De toutes les façons, on vote parce qu'on appartient à la même communauté un peu partout. Un peu partout. Vous savez, aux États-Unis, tu sais mieux que moi, il n'y a que, sur 50 États, il n'y en a que 5 qui swing, comme on dit, c'est-à-dire dont on n'est pas sûr comment ils vont. Les 40 ou 45 autres, on sait exactement ce qui va se passer. C'est quoi ce type de vote? Évidemment que c'est un vote grégaire. C'est un vote grégaire. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 5. La Floride, l'Ohio, on sait. La Californie, on sait qui vote démocrate. New York, démocrate. Le Texas est républicain. On sait. Dakota, Montana, on sait exactement. C'est la même chose. C'est seulement habillé un peu plus techniquement, dans des termes un peu plus techniques. C'est tout. Et lorsqu'ils font du redécoupage électoral, ils le font 7 nuits. Parce qu'on redécoupe en ce moment, parce qu'il y aura les élections de mi-terme en novembre, on redécoupe pour s'assurer que les démocrates ne pourront pas avoir assez de bureaux de vote de ce côté, les républicains ici, parce qu'on sait qu'ici, dans ce quartier, voici comment ils votent. C'est la même chose chez nous, on appelle ça ethnique, et ethnique étant associé à violence, sauvage, etc., on mélange tout. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de forcer sa nature, ça ne sert à rien. Hein. On vote comme on vote, mais on essaie de vivre ensemble. C'est ça le plus important. Je peux absolument voter pour telle personne, et si absolument la personne est absolument affreuse, je peux m'abstenir, ou même voter pour un autre. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre ensemble. Ce n'est pas la manière dont je vote, etc. Et de toutes les façons, quoi qu'on dise, le vote communautaire, il n'y a rien à faire. Ne perdons pas notre temps. D'accord. Sachons comment vivre ensemble. Sachons comment marier ces choses-là, les conjuguer pour qu'on vive ensemble. Et trouver du consensus. Trouver le consensus. Moi, en tout cas, s'il reste un homme pour faire du coup, pour militer pour le consensus, je serai celui-là. Ce sera toi. Voilà, exactement. Autre point qui peut être discuté aussi, comme tout, seuls les maires devraient être élus au suffrage universel, écris-tu. Pourquoi seuls les maires? Oui, ça pourrait être seuls les maires et les députés, par exemple.
Ça, c'est un peu... Pourquoi pas le président? Voilà, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Oui. Moi, je crois que, évidemment, il faut coller ces choses-là au contexte. Hein, ça dépend. Ça dépend. Mais moi, je crois idéalement. Ça, tu sais, les élections présidentielles, d'abord, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ça coûte beaucoup de stress à nos populations. Un stress inutile. Moi, je trouve ça absolument inutile. Pourquoi embêter ces pauvres gens qui déjà tirent le diable par la queue tous les jours et pendant 1 mois ou 3 mois, on les... Alors, moi, je pense que, et de toutes les façons, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. L'élection présidentielle, c'est quelque chose qui est déterminé un peu partout hein, dans le monde par de grands électeurs. Dire, faisons face à la vérité, que les grands électeurs élisent, fassent les grandes élections. Ce qui est important pour l'individu, pour la famille, c'est le maire ou le chef de village ou le chef de quartier, parce que ces personnes sont en face directe avec leur quotidien. C'est là qu'il faut du suffrage universel. C'est là ils voient ce qu'ils font à leur bénéfice. C'est vrai que pour faire ça, il faut que l'État décentralise réellement pour que les maires, les chefs de quartier, de communes aient vraiment de quoi faire. Mais c'est ça la vérité de la vie. Le président de la République, tout bon qu'il soit, hein, c'est pas la question n'est pas dans la qualité ou la compétence du président, il est trop éloigné de ce qui se passe là. Donc il y a en cascade tellement de représentations, tellement d'intermédiaires qu'à l'arrivée, c'est diffus de toutes les façons. Pourquoi ne pas aller vers la vérité? C'est-à-dire que les grands électeurs élisent le président de la République, mais les maires sont élus par ceux qui votent pour eux. Vous allez voir, ça va réduire la violence électorale. Parce qu'il y aura moins de violence, parce qu'il y a moins de personnes concernées directement. Alors, si les grands électeurs veulent se battre entre eux, ben, qu'ils se battent entre eux. Oui. Et ils foutent la paix aux pauvres gens. Voilà. Je sais que moi, je veux débattre de ça. Je veux débattre de ça. Parce que j'en discutais tout à l'heure, mais il y a 15 minutes, avec un politologue qui me disait « Ah, c'est inadmissible ce que tu dis. » Je dis voilà, mettons ça au débat, on va voir. Alors, beaucoup de choses intéressantes. Hein. On voit que tu es passé par les États-Unis, évidemment, mais tu parles de la communauté internationale, donc depuis la conférence de Berlin, la SDN, aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies, avec une continuité. Toutes ces organisations, finalement, se construisent sans l'Afrique, et parfois contre elle. Contre elle, j'ai l'impression que tu as écrit ça. Oui. Je ne crois pas que ce soit, c'est peut-être dans les faits, c'est peut-être factuellement, mais je ne crois pas que ce soit la volonté. Je ne crois pas que ce soit la volonté. Mais les Nations Unies, de toute façon, ont été créées en 1945. Ben, tous les peuples africains étaient sous le joug colonial. Bien sûr. Et malgré que l'autodétermination a été prononcée, les colonies, enfin les métropoles, n'ont jamais voulu accepter encore. Il y a une pression pendant 15 ans après avoir des indépendances orchestrées. Non. Moi, je crois que j'ai passé mon tour à critiquer l'Occident, les institutions multilatérales, etc. J'ai passé mon tour. On l'a beaucoup fait. Je dis c'est très bien. Et c'est vrai toutes ces critiques. Mais si ça ne change pas, pourquoi ça ne change pas? Parce que nous, on n'a pas fait nos devoirs de maison. C'est ça la réalité. C'est nous qui ne faisons pas changer les choses. Et moi, je milite pour qu'on apporte plus de compétences et de qualité et de propositions. S'il y a de la proposition, vous savez, le monde international, j'ai travaillé une trentaine d'années, le monde international, il y a une vérité claire. Vous apportez de la compétence, on ne peut pas contester ça. Enfin, de la cohésion dans votre compétence, parce qu'évidemment, il y a tellement d'Africains qui sont compétents, mais chacun y va de son côté, c'est tout. Alors, nos institutions sous-régionales ont du travail à faire, si elles veulent vraiment que les choses sentent. Le multilatéralisme est dans le creux de la vague, c'est certain, parce que le monde traverse la phase qu'il traverse. Ça aurait été le moment pour les Africains de tracer leur voie, de faire leurs propositions, au lieu d'utiliser des codes que tout le monde voit bien que c'est suranné, ça fait 80 ans. Il faut bien bouger quelque chose. Moi, mon problème, c'est que l'Afrique risque de laisser passer son tour et ceux qui vont bouger les choses le feront encore à leur façon, à leur sauce. Et on viendra encore clamer notre frustration. Espérons que ce ne sera pas le cas. 2 points sont liés, l'éducation et la démographie. On va commencer par l'éducation. Être renégate pour l'Afrique en termes d'éducation, c'est ne pas connaître sa propre histoire, c'est ne pas l'apprendre. Faute d'école, ou bien parce que quand on va à l'école, on apprend l'histoire des autres, ce qui est assez incongru. Comment est-ce qu'on peut faire de l'éducation un vrai levier de transformation? On disait ça au début, que les Africains, c'est-à-dire qu'il suffira, dans le livre, la fin du livre, je me l'ai dit, il suffira, enfin la fin du livre, c'est le titre du livre d'ailleurs, il suffira d'être africain. Le sous-titre, il suffira d'être africain. C'est tout. C'est-à-dire que nous, on pense encore qu'être africain, c'est être rétrograde. C'est ça la réalité, parce que la modernité n'est pas africaine. Toutes les civilisations ont modernisé leurs traditions.
Nous utilisons juste la modernité des autres. Il faut moderniser nos traditions. Il faut donc apprendre à l'enfant que ses ancêtres étaient grands, puissants, valeureux, intelligents, capables et qu'ils ont fait de grandes choses. L'histoire est pleine de situations où il y a des creux de la vague dans toutes les civilisations. Des creux de vague dans toutes les civilisations. Nous sommes dans une situation comme ça. Le problème que nous avons, c'est que nous n'essayons pas vraiment d'en sortir. Je crois qu'il faut des politiques publiques solides, régionales, sous-régionales, je veux dire de façon intégrée. Pas des pays individuels qui essaient de faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. L'éducation, c'est la base de tout. Voilà. C'est la condition du dividende démographique. Absolument. Donc, on suit la démographie. Je veux dire que des docteurs en ceci, en cela, vous en trouverez plein sur le continent. Mais ils sont docteurs en Montesquieu, en Voltaire, etc. Voilà. Tu es docteur. Oui, justement. Justement. Et je fais partie de cette école-là qui a été gavée de connaissances. L'Afrique a plus besoin de comprendre l'Afrique que de connaître le monde. Donc, on est le monde. On parlait des États-Unis, je peux vous parler mais c'est pas sûr que je peux parler exactement de ce qui se passe dans mon propre continent, même dans mon propre pays. Enfin, je veux dire de façon historique, quoi, de façon anthropologique. Parce que personne ne m'a appris ça. Personne ne m'a appris ça. C'est aussi pour ça que j'ai créé Itoum, pour qu'on puisse aller dans ces détails. J'allais dire, donc cette réappropriation culturelle, civilisationnelle, elle passe par le levier de think tank. Absolument. Pour conclure, quel message tu pourrais envoyer au reste du monde, finalement, pour le convaincre aussi que cet enjeu de l'appropriation, qui est évidemment une nécessité pour l'Afrique elle-même, mais peut être aussi nécessaire pour le monde, l'humanité dans sa globalité? Alors, puisqu'on demande de regarder la caméra, on va regarder. Allez, regardons la caméra. L'Afrique, le destin de l'Afrique, c'est d'opérer le plus grand retour en force de l'histoire de l'humanité. Le plus grand retour en force. Retour en force, c'est peut-être l'expression la plus importante là. Ça veut simplement dire qu'on revient à quelque chose où on était, en matière de puissance, de savoir, de pouvoir, de capacité, de compétence, de technicité. Il faut revenir à ça et remettre ça au bout du jour et maintenant se marier avec le monde. C'est peut-être un peu facile comme ça de citer la Chine ou des pays asiatiques tout le temps, mais c'est une réalité. Ils ont été dans le monde pour puiser le savoir et ils ont fait des alchimies avec leur propre réalité. Aujourd'hui, ils sont sur le toit du monde. Je ne dis pas qu'évidemment, il ne faut pas qu'on fasse exactement ça. Nous n'avons pas les mêmes forces et les mêmes contacts avec le monde pour faire ça. Il faut juste être soi-même, améliorer ce qu'on est, connaître, comprendre ce qu'on est et essayer de prendre sa place dans le monde. Personne ne donnera la place. Chacun essaie de prendre sa place, personne ne la donnera. Personne ne donne rien jamais. Absolument. Qu'est-ce que le monde a gagné? Le monde se perd aujourd'hui sans l'Afrique. Le monde s'égare sans l'Afrique. Le monde se gare sans la sagesse africaine, sans la culture africaine. Chaque fois que le monde a essayé, et ça fait des centaines d'années que ça dure, de mettre l'Afrique vraiment sous le boisseau, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand l'Afrique apporte sa puissance. Et c'est pour ça son humanité. Son humanité. Parce que, vous savez, les rencontres avec le monde occidental, les Africains ont ouvert les bras parce que c'est une civilisation de la vie. Le monde occidental a mené la puissance, la domination. Il n'y a pas de hasard. Le monde s'égare sans l'Afrique, donc l'Afrique, mais le monde n'attendra pas l'Afrique. Si l'Afrique ne sait pas de se mettre au diapason, le monde n'attendra pas et le monde continuera à se perdre. Nous vivons dans des circonstances en ce moment où la fonction de la puissance, c'est la brutalité. Si l'Afrique était était, je veux dire, à la table des négociations de façon indépendante, je vous promets qu'il y aurait moins de brutalité dans la marche de l'Afrique. Mais bon, espérons qu'on aura ce débat un de ces jours. Espérons surtout qu'on y arrivera ensemble, peut-être aussi. Bien sûr. Moudjid, tu me le dédicaces? Oui, avec plaisir. Allez. Avec plaisir. Avec plaisir. On va montrer la dédicace. Voilà. Merci.
Merci tu beaucoup. peux lire Geneviève, ma chère. ma chère Geneviève, quelques pensées pour ce continent que tu aimes tant. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. L'Afrique renégate, je le conseille, de Mujib Jinab.